Bonsoir sur Culture Clap, avec ce soir un gros plan sur le Zénith, pas celui de Paris, mais le nouveau Zénith à Montpellier. Un gros plan aussi sur une communauté et sa musique. Ce soir, la communauté d'Afrique du Nord et les musiques qui la font vivre. Et puis un petit chef-d'œuvre de dessin animé. Et notre invité ce soir, c'est Paul Dakeyo. Paul Dakeyo, 38 ans, né à Bafoussam au Cameroun, c'est au lycée à 14 ans qu'il découvre la poésie de Senghor et de Césaire et qu'il commence à écrire. Parallèlement à ses activités d'écrivain, il obtient un doctorat de sociologie et, fait étrange pour un littéraire, un diplôme supérieur de gestion d'entreprise. Poète, il écrit et publie Les Barbelés du matin, Le cri pluriel, Chant d'occupation, Soweto, Soleil fusillé et une anthologie de la poésie camerounaise. Gestionnaire, il fonde avec audace la première maison d'édition de littérature africaine, Silex. Passionné de Neruda, il aime aussi les westerns et les films policiers. Il écoute beaucoup de musique folklorique et bien entendu apprécie plus que tout autre les cuisines camerounaises et sénégalaises. Paul Dakeyo, si vous étiez un film. Rayton de Robert Danska, un film sur la poésie noire américaine, la poésie dans la rue. Si vous étiez un fruit. Une mangue. Et si vous étiez un instrument de musique. Un orgue. La construction du Zénith de Montpellier propose un nouveau lieu musical pour que la chanson et la variété française puissent s'exprimer. Du rock et du jazz, mais aussi de la musique classique. Je ne suis qu'un rêveur. Vous ne me faites plus peur. Je ne suis qu'un guetteur. Et j'attends mon heure. Oh, oh, je suis libre et j'attends que le temps de disloque. Ce chapiteau, construit en 8 mois, pourra accueillir 6000 spectateurs. Jacques Higelin en fait l'ouverture. Je ne suis qu'un rêveur. Vous ne me faites plus peur. Et j'attends que le temps me disloque. Paul Dakeyo, vous avez créé il y a 5 ans une maison d'édition spécialisée dans la littérature africaine. Mais il n'y a pas un paradoxe à créer une maison d'édition à Paris sur la littérature africaine? L'important, c'est de produire, d'où qu'on soit, que ce soit en Afrique ou à Paris, mais je pense que nous avons, sur le plan structurel, beaucoup plus de facilité d'éditer de Paris et de diffuser de Paris. Les relations avec les médias sont plus faciles de Paris que d'Afrique. Et vous diffusez en France, mais aussi dans tous les pays. Dans tous les pays, mais il est plus facile pour nous, sur le plan des médias, de travailler avec Jeune Afrique, Africasie ou d'autres journaux qui sont à Paris, et avec des journaux africains de Paris que d'Afrique. Combien de livres édités à Silex? Plus d'une centaine actuellement. Je m'appelle Alexandra Lundin, je suis plasticienne, je fais essentiellement de la sculpture. La sculpture est une recherche de graphisme dans l'espace. J'utilise toujours du fer à béton rouillé, qui marque l'idée de vieillissement, de choses un petit peu sales, de souillure. Les mots à l'intérieur sont faits en fil de fer recouverts de plastique blanc, qui sont emmêlés les uns dans les autres. Alors ceci, c'est mon carnet de recherche personnel, avec toutes mes notes, mes textes, des croquis et puis aussi des projets de sculpture. Un espace envahi par de la ferraille, des projets de sculpture.
l'ai trouée et envahie de mots de fil de laiton. Elle fait 6 mètres de long, elle est en fer à béton. J'avais laissé les vagues l'envahir. Et là, les tout derniers projets de sculpture, où je pense travailler de plus en plus avec l'environnement, que ce soit la terre, les arbres et le ciel. Je cherche actuellement des sponsors, que ce soit sponsors d'entreprises ou des municipalités, qui seraient prêts à m'accueillir. Paul Dacaillot, quels sont les pays d'Afrique qui produisent le plus en littérature actuellement? Le Cameroun, le Sénégal, le Congo-Brazza et le Zaïre. Et ils produisent en français? En français, oui. Donc vous aussi, vous éditez en français? En français. Et là aussi, il n'y a pas un paradoxe, je dirais? Mais il y en a un, mais je pense que le français étant considéré comme une langue de grande communication, en tant qu'éditeur, je pense d'abord à la valeur marchande du produit, livre. Donc, mais nous avons quand même, compte tenu d'une certaine politique, d'un certain désir de politique au niveau de la langue, de produire, par exemple, une anthologie bilingue français-wolof. Mais le lecteur est avant tout le lecteur alphabétisé en français, donc c'est quand même un paradoxe aussi là. Mais c'est un problème qui peut être résolu au seul niveau d'une politique culturelle nationale. C'est-à-dire que des romans écrits en français soient par exemple traduits en cassette et vendus en cassette pour atteindre le plus grand nombre. Proportion entre littérature et poésie? Je pense qu'il y a 80% d'auteurs africains qui pratiquent la poésie. Peut-être parce que la poésie est une tradition, peut-être parce que les premiers Africains qui ont ont pratiqué la poésie. Je parle de Senghor, de Bernard Dadier ou de Birago Diop. Vous écoutez toujours Kalsoum dans votre taxi? Oui. Vous écoutez jamais musique moderne? Ça, c'est bien, gars. Non, te plaît. Wesh, ça va? Tu vas bien? Oh là là, ça sent bon chez toi, hein? J'entends la belle musique. Moi, j'écoute la musique arabe. J'aime bien. Pour moi, c'est le fond vraiment culturel et social. La musique de ma langue, de ma civilisation, de mon origine. J'écoute la musique occidentale, mais c'est aussi parce que je suis entre ces deux cultures. L'origine de ma musique, c'est le berbère. J'ai fait un 45 tours en français. Je devrais aimer la musique arabe. Mais j'ai pas dit que je l'aimais pas. Je suis pas d'accord avec toi, Mohamed. La musique Peur, c'est les nouveaux groupes de musiciens. Carte de séjour, Karim Kassel qui s'exprime avec nous, avec les Beurs justement français. Je t'écoute. Kamel, c'est un prénom arabe, non? Si on cherche bien, les beurre d'ici, ça devient les blagues des États-Unis. Tu dis non à la musique arabe. Je n'écoute pas la musique arabe. J'ai pas dit non à la musique arabe. Tu m'en fais écouter une cassette, je m'en vais. Hein. Je préfère écouter du Brian Ferry ou d'autres choses, quoi. En écoutant Carte de séjour, peut-être que, tu vois, je vais retourner aux cultures arabes, ça se trouve. Bien, en écoutant peut-être des nouveaux trucs comme la rail, si ça devient révolutionnaire, tu vois, alors peut-être que les jeunes, ils vont se retrouver dans les anciennes cultures. Paul Dacaillot, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une nouvelle génération d'écrivains africains, une nouvelle vague?
Ben, disons qu'il y a 3 générations en fait. La première génération, c'est celle de la négritude, c'est-à-dire des chantres comme Senghor, Césaire, Damas, Birago Diop et autres, qui en leur temps défendaient les populations africaines ou noires, négro-africaines, contre l'esclavage, la colonisation, jusqu'à l'indépendance, mais qui, après l'indépendance, se sont pratiquement tus. C'est-à-dire qu'il y a moins de production sur le plan de l'édition depuis que ces chantres de la négritude ont accédé à l'indépendance et ont pris les rênes des pouvoirs dans plusieurs pays africains. Alors, deuxième génération. La deuxième génération, c'est celle des Chikayaou Tamsi, Édouard Monique, Henri Lopez, qui, en leur temps, ont commencé à poser le problème du néocolonialisme et qui se sont plus ou moins fait récupérer par, disons, la première génération. Et la troisième génération, c'est celle du comment vivre, c'est-à-dire des écrivains comme Tierno Monenembo, Sonny Laboutansi. Puis vous-même. Et puis moi-même. Alors qu'est-ce qu'ils défendent, cela? Ben, beaucoup plus une ouverture sur le plan de l'écriture, sur le monde. L'écriture, tout simplement, nous sommes africains, nous le savons. Ce qui nous intéresse, c'est exprimer l'environnement ou notre environnement avec nos espoirs pour une autre politique, une autre manière d'être et de penser demain. Mais ce sont quand même les premiers qui ont encore droit de citer et qui sont enseignés, quoi. Oui, qui sont enseignés dans la mesure où aucune politique culturelle pratiquée là-bas ou ici ne donne pas une réelle promotion. Je pense par exemple à certains organismes qui, de temps en temps, travaillent sur l'Afrique et ne font pas en sorte que les nouveaux qui expriment autre chose que la négritude soient valorisés, soient promus dans un cadre qui serait... C'est une des vocations de votre maison d'édition. C'est une des vocations de notre maison, dans la mesure où nous nous sommes posés comme un espace de rencontre, puisqu'on parle d'interculture, où des écrivains aussi bien africains, français que roumains, puisqu'on a des auteurs... On y reviendra là-dessus. On a un auteur roumain dans la maison, peuvent écrire, s'exprimer et aller à la rencontre d'autres peuples qui sont les peuples d'Afrique. Paul Dakeyo, on va regarder un dessin animé. D'ailleurs, sur le thème du dialogue, c'est un petit chef-d'œuvre de Jan Svankenmayer, un film tchèque qui a obtenu le Grand Prix du Festival d'Annecy en 1983. Il est fait avec une technique particulière qu'on appelle l'animation en volume. Regardez bien, c'est très beau.
Paul Daqueillot, aux éditions Silex, deux anthologies là, qui commencent à être importantes. Une poésie d'un continent, toute la poésie d'Afrique. Je crois qu'il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'anthologie de poésie africaine. Non, la première anthologie, c'était celle de Senghor préfacée par Sartre. Oui. C'est la première anthologie qui recoupe toutes les Afriques. Hein. Sur le plan de la langue, il y a l'Afrique du Nord, il y a l'Afrique d'expression portugaise, il y a l'Afrique du Sud, bien sûr, et puis les autres Afriques. Et il y a les 3 générations d'écrivains à l'intérieur? Il y a toutes les générations d'écrivains, mais surtout les générations qui expriment une Afrique au présent. Et alors une autre anthologie importante, littérature d'Afrique australe. Alors ça c'est plutôt quelque chose de plus violent et de plus revendicateur quand même. Oui, de plus revendicateur, où sont rassemblés aussi bien des écrivains blancs, métis, tous les écrivains, créateurs, anti-apartheid en Afrique du Sud. Première anthologie du genre, je crois aussi. La première du genre, oui. Il y en a d'autres qui sont prévues? Il y a une importante anthologie des littératures africaines, poésie et romans, recoupant toutes les générations, qui est sortie et qui est épuisée, qui est en réédition également. Donc un succès de librairie. Il y a quelqu'un? Oui, il y a Angelin Preljocage, 29 ans, chorégraphe. Après des études de danse classique, il s'oriente vers la danse contemporaine et travaille comme danseur pour plusieurs compagnies, dont Quentin Roulier, Viola Farber et Dominique Bagoué. En 84, il fonde sa propre compagnie. Lauréat du concours de Bagnolet 85, aujourd'hui, tous les espoirs sont permis. Quel signe? Capricorne, Scorpion. Et pour les cochons? Pour les Chinois? Pour les Chinois. Singe. Tu crois en Dieu? Ouais, bien sûr. Et le sexe, alors comment on met ça? Sur la commode. Bouquin? Duras. Musique? Bach. Cinéma? Dreyer. Est-ce que la danse contemporaine n'est pas un art un peu élitiste? Non, pas du tout, ça dépend du contexte. Mais ton travail pourrait s'appliquer à la pub sans devenir de la danse de jazz? Sans problème. Il y a 3 moments dans ta vie, comme ça, qui sont les moments les plus forts. Il y en a un qui a été de danser, un autre qui a été d'architecturer. Le troisième, je le connais pas encore. C'est quoi architecturer? Ça veut dire sculpter l'émotion, peut-être. Comment tu t'en sors financièrement? Très juste, très juste. T'as des subventions? Pas encore, j'en aurai. Ça y est, je les ai. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Les chèques. Les chèques? Ouais. Les chèques en bois, les chèques sans provision? En Suisse, il y a des gens qui ont vu mes ballets qui m'ont dit c'est assez étrange, on dirait du Smurf baroque. Ton île préférée, c'est laquelle? C'est les Baléares. Ah oui, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots. Voilà. Paul Daqueillot, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce que vous écrivez et ce que vous éditez, c'est quand même fait pour une élite, qu'elle soit française ou qu'elle soit africaine? Oui, bien sûr, mais je pense qu'à l'heure où on parle de plus en plus d'interculture, il était important sur le plan d'une politique éditoriale, de penser à des ouvrages qui intéresseraient les étudiants, les chercheurs, ou tous ceux qui ont envie tout simplement d'aller à la rencontre de peuples d'Afrique ou d'ailleurs. C'est pour cela que nous avons par exemple des auteurs sur le plan de la poésie, aussi bien roumains, français que belges dans la maison. Donc, mais vos ouvrages pénètrent les pays africains? Oui, mais pas suffisamment. Mais pour pallier à ce manque, nous avons instauré une politique de relation directe avec les libraires, c'est-à-dire qu'on travaille avec les libraires africains directement, sans passer par des diffuseurs. Pourquoi? Parce qu'il y a de la censure? Non, pas parce qu'il y a de la censure. Enfin, il y a une autocensure de certains libraires, mais il est toujours important pour nous de faire un tour dans le pays, de faire un travail de promotion avec les médias locaux, la télévision, la radio ou la presse écrite, et partant de mettre le train sur les rails. Alors vous éditez aussi une revue qui s'appelle Nouvelles du Sud, une revue qui est trimestrielle, c'est ça? Oui. Et qui est aussi une anthologie finalement. Qui est aussi une anthologie dans la mesure où dans Nouvelles du Sud, nous donnons la parole à tous les
créateurs culturels, qu'ils soient africains ou non africains, aux spécialistes, aux critiques, aux écrivains, aux nouvellistes, à tout le monde en fait. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans l'éditorial de deux numéros de cette revue, il y a le même éditorial finalement, qui est une espèce d'interprétation du discours de Mexico sur les cultures. Pourquoi ? Parce que nous pensons que Nouvelles du Sud et qu'on ne peut pas dissocier, disons, la culture de l'économie. Je parlais de cinéma tout à l'heure. Mon souhait le plus vif, c'est que les cinéastes africains ne soient pas ghettotisés, mais qu'ils soient cinéastes à part entière, c'est-à-dire que tous ceux en Afrique ou ailleurs qui peuvent investir dans le cinéma africain le fassent, parce qu'il y a une demande, il y a une consommation du cinéma en Afrique, comme il y a une consommation du livre en Afrique. Ce que nous voulons, c'est le pouvoir, j'entends par pouvoir les moyens nécessaires pour faire un travail de qualité et qu'on cesse de nous mettre dans des ghettos. Donc pour vous qui êtes à la fois poète et éditeur, culture et économie, même combat. Même combat. C'est drôle que vous me donniez à voir cette photo parce que c'est la première photo, je crois, que j'ai regardée comme une photo avec beaucoup de surprises. J'avais peut-être 15 ans où j'avais aucun visage en proximité, aucune lèvre que je pouvais même imaginer pouvoir embrasser. Si à ce moment-là elle m'avait tant ému, je crois, c'est parce que c'était une image complètement ambivalente, c'était une image de frontières. L'effet de solarisation lui donne comme une deuxième peau, comme une enveloppe. Maintenant, je sais complètement, je suis persuadé que c'est une femme et je la regarde comme une femme. Et je ne sais pas si c'est l'endormissement ou une forme de prière ou de... Mais à cette époque, je ne savais pas du tout si c'était une femme ou si c'était un homme. Cette photo, je crois que j'aurais pu la voler, enfin l'emporter de l'exposition où elle se trouvait à ce moment-là. L'événement cinématographique de la semaine se déroule à Créteil du 14 au 23 mars. Le 8e Festival international du film de femmes est devenu l'un des 3 festivals français les plus importants du 14 au 23 mars. Comédie tragique ou tragédie comique à Strasbourg du 11 au 15 mars 86, l'atelier lyrique du Rhin présente Don Juan de Molière sur une mise en scène de Pierre Barra du 11 au 15 mars. Pour la première fois, un créateur de bande dessinée, Hugo Pratt, est exposé au Grand Palais jusqu'au 13 avril. Dans le cadre de Venise à Paris, c'est tout l'univers de Corto Maltese qui ressuscite jusqu'au 13 avril. Jazz Music à Grenoble du 10 au 18 mars. Tout ce qui se fait en jazz dans le monde entier se réunit le temps d'un festival. Ça promet d'être pétillant du 10 au 18 mars. Cinquantenaire de la Cinémathèque, ça continue, avec à partir du 12 mars un hommage à Richard Lester, l'inoubliable réalisateur des films des Beatles, 4 garçons dans le vent, Help, à partir du 12 mars.